Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va attendre encore que les participants arrivent pendant 5 minutes à peu près. La session est bien enregistrée, Nicolas? Ah oui, oui, l'enregistrement vient de commencer. Ok. Ça sera diffusé sur sur le site de la CMA? Alors, ce sera diffusé sur le site de la CMA, mais aussi tous les participants, qu'ils soient extérieurs ou internes, recevront le lien d'accès au replay. Super. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, il est 11h05, donc on va commencer très progressivement. D'abord, pour tous les participants qui sont présents, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans l'onglet qui est dédié à ça, justement. Donc, c'est un petit onglet en bas à droite où il y a marqué questions. En évitant de les poser sur l'onglet chat, là, c'est plutôt pour interagir, notamment pour nous signaler s'il y a un problème de votre côté. Et voilà, je pense qu'on va faire comme ça et puis on va pas tarder à débuter. Peut-être qu'on peut commencer pour éviter de prendre trop de retard. Oui, je pense qu'on va commencer comme ça parce qu'on a quand même que 1 heure, c'est quand même peu pour tous les messages qu'on a à faire passer. Donc bienvenue à tous, bienvenue pour cette séquence de webinaire qui est inscrite dans une logique de webinaire toutes les semaines qui s'appelle donc les jeudis du développement durable
qui est organisée donc par la Chambre des métiers Grand Est, en partenariat avec la région notamment sur ces thématiques-là. Donc la thématique du jour, c'est les énergies renouvelables et plus particulièrement le solaire et la géothermie, parce qu'en une heure, c'est très compliqué d'aborder toutes les énergies. Donc de manière très concrète, que doit-on savoir avant de se lancer? Donc ça va être le thème du jour. Au niveau de l'animation, donc je suis Monsieur Legendre, chargé de mission développement durable pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Grand Est, et j'interviens notamment sur les départements de la Marne et des Ardennes, et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par des spécialistes dans le domaine du photovoltaïque et de la géothermie. Donc tout d'abord pour la géothermie, Monsieur Imperadori, qui est animateur de la filière géothermie en Grand Est pour l'association Lorraine Énergie Renouvelable, et Monsieur Perrin de la région Grand Est, référent photovoltaïque et chargé de mission transition énergétique, que je laisserai se présenter plus individuellement par la suite. Au niveau de la Chambre des métiers, une présentation très rapide pour la resituer un peu dans cet écosystème et dans le cadre de cette thématique des énergies renouvelables notamment. L'accompagnement se fait d'un simple niveau de conseil. Donc vous avez une question relativement simple. Est-ce que vous pensez que mon bâtiment, je peux faire du photovoltaïque? Vers qui est-ce que je dois me tourner? Quelles sont les premières démarches à effectuer? Ensuite, on peut faire éventuellement un point sur vos pratiques et vos besoins. Donc d'abord, déterminer vos pratiques au niveau de votre entreprise et vos besoins en énergie pour mieux comprendre ensuite comment on va organiser le projet, et ensuite l'accompagnement technique et financier là pour vous orienter plus spécifiquement vers des structures adaptées réellement à vos besoins et voir éventuellement les dispositifs d'aide qui peuvent être mobilisables pour votre projet. Donc cet accompagnement, il peut se faire par des conseillers qui sont dédiés à ça, qui sont répartis selon les territoires. Donc il y en a environ un par département. Donc la liste ici est présentée avec une petite illustration de chaque département qui est concerné. Évidemment, comme la présentation sera disponible à la fin de ce webinaire, vous pourrez très bien prendre contact avec le chargé de mission si vous en avez le besoin. Donc pour le programme de ce webinaire pour aujourd'hui, tout d'abord, je vais parler assez rapidement des enjeux des énergies renouvelables, qu'ils soient globaux, plus individuels ou encore régionaux. Et la partie régionale sera animée par Monsieur Perrin. Et ensuite, la partie géothermie animée par Monsieur Imperadori, avant de se retourner sur le photovoltaïque de manière plus spécifique, qui sera animé par Monsieur Perrin. Et ensuite, conclure par les dispositifs d'aide qui sont mobilisables dans ce cadre-là. Au niveau des enjeux globaux, on les connaît tous aujourd'hui. On est dans une situation où les ressources se raréfient, tant que ce soit au niveau de l'énergie en elle-même, donc là au niveau des stocks d'énergie fossile, par exemple le pétrole, on sait qu'on en a encore pour 20 à 30 ans. Ce sont des stocks, donc on a des quantités finies et on ne peut pas puiser au rythme auquel on puise actuellement, qui est d'ailleurs de plus en plus important, indéfiniment, d'où la nécessité de se tourner vers des énergies renouvelables dont la source est plus ou moins fini, mais on tend quand même vers de l'infini, puisque le Soleil, il a quand même une durée de vie assez importante, on a encore quelques milliards d'années. L'eau, ça a été une énergie qui a été très utilisée même par le passé, donc on n'invente rien. Au final, ce sont des énergies qui ne datent pas d'hier. Et aussi l'enjeu corrélé à tout ça de changement climatique, puisqu'on le sait tous, nos activités humaines dégagent des gaz à effet de serre et particulièrement du CO2 à travers les processus de combustion, donc que ce soit de raffinement, de process de fabrication ou même lors des transports tout simplement. Donc il y a vraiment un véritable enjeu de se débarrasser des énergies carbonées et d'aller vers des énergies qui sont beaucoup moins émettrices de CO2. Évidemment, les énergies renouvelables ne sont pas zéro émettrices de CO2 puisqu'il y a tous les processus de fabrication, mais ça reste quand même pas du tout le même ordre de grandeur. Au niveau des coûts, un véritable enjeu également qu'on connaît tous aujourd'hui et particulièrement en ce moment parce que la situation actuelle de tension géopolitique a mis vraiment en exergue notre dépendance au réseau et au marché d'énergie fossile, avec aussi la problématique d'une extraction qui est de plus en plus coûteuse, et ça se répercute au final tout ça sur les coûts des consommateurs, vos coûts à vous au final. Avec également un enjeu sous-jacent à tout ça qui est l'indépendance énergétique, donc de se désengager de cette dépendance au marché, avec un marché qui est très fluctuant, avec des prix qui sont très variables et qui sont malheureusement en ce moment très à la hausse, et de se dégager un peu de toutes ces contraintes-là, et également aussi
un objectif de relocalisation de l'emploi, puisque ces nouvelles énergies, c'est de nouveaux emplois, de nouvelles opportunités, aussi de relocaliser l'emploi, puisque souvent ces sources d'énergie-là, elles sont faites au plus près de la consommation. Évidemment, c'est pas le cas pour toutes les énergies, toutes les situations, mais bien souvent, comparé au pétrole qui peut être transité d'un bout à l'autre du globe, ce sont des énergies qui, au jour d'aujourd'hui, ont des transports encore assez faibles. Donc, de manière plus concrète, pour l'artisanat, quels sont les enjeux? Tout simplement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est surtout les coûts en ce moment, puisque en fonction des métiers, on va avoir une part importante de l'énergie par rapport au chiffre d'affaires. Alors, c'est particulièrement visible pour certains métiers, comme par exemple la boulangerie-pâtisserie, où avant la période de la hausse du coût de l'énergie, ça représentait déjà en moyenne 5% du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, pour une boulangerie qui ferait un chiffre d'affaires moyen de 220 000 euros à l'année, ça représente plus de 10 000 euros. Donc, on se rend déjà bien compte de ce que ça représentait avant, mais il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, ça a été multiplié par 3, voire par 8. Donc, on imagine très bien que l'enjeu est démultiplié aujourd'hui. Au niveau de la carrosserie aussi, par exemple, où là, l'enjeu est un peu différent, puisque les sources d'énergie ne sont pas forcément que électriques, peuvent être aussi à 56% dans le cas présent le gaz, donc pour des usages variés, les cabines de peinture et le chauffage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les énergies renouvelables, elles peuvent permettre de répondre à ce besoin, mais pas forcément totalement. Ça n'empêche pas l'utilisation conjointe de ces deux types d'énergie, donc à la fois du gaz et à la fois de l'énergie renouvelable. L'objectif, c'est de sortir petit à petit et autant que possible de cette dépendance. Le salon de coiffure, c'est aussi un très bon exemple, puisqu'on se dirait a priori, les consommations ne sont pas très importantes, mais si on met bout à bout l'utilisation de l'éclairage, du chauffage, parce que le confort est très important pour les clients, ça peut représenter quand même jusqu'à 1,7% du chiffre d'affaires au niveau des dépenses énergétiques. Et évidemment, au jour d'aujourd'hui, ces chiffres sont encore plus importants. Et maintenant, je vais laisser la main à Monsieur Perrin pour la partie des enjeux au niveau territorial plus spécifiquement. Ok, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Gauthier Perrin, je suis chargé de mission transition énergétique à la région Grand Est dans le cadre du programme Climaction. Je suis basé à la Maison de la Région à Mulhouse, donc tout au sud du Grand Est en Alsace, et je suis référent pour les questions photovoltaïques. Je suis pas hyper bien installé aujourd'hui, alors je m'excuse d'avance s'il y a un peu de bruit derrière, j'espère que ça va aller, mais voilà, donc je préfère m'en excuser d'avance. Donc, je vais d'abord vous parler rapidement du cadre dans lequel s'inscrit tout ça. Et donc, c'est le programme Climaction qui, lui, est un partenariat fort entre la région Grand Est et l'ADEME depuis déjà de nombreuses années. Avant la fusion des régions, ça se pratiquait en Alsace, ça s'appelait le programme Énergie Vie, et une fois la fusion faite, ça s'est étendu, ce partenariat, à l'ensemble du Grand Est. Et donc pour donner naissance déjà depuis 2017 au programme Climaction. Donc lui, ce programme, il s'inscrit dans le cadre du SRADET, avec des objectifs en termes de réduction de la consommation d'énergie et de l'augmentation de la production des énergies renouvelables. Donc voilà, je vais pas commenter les chiffres précisément, mais voilà, c'est des objectifs ambitieux. Donc voilà, on le sait, il faut réduire les consommations, il faut augmenter la part du renouvelable, et il faut le faire de manière très importante et le plus rapidement possible. Voilà, pour résumer. Donc voilà, donc la politique régionale, en fait, la région est chef de file sur déjà un certain nombre de sujets, dont l'énergie, le climat, l'air, l'économie circulaire, les déchets. Donc c'est dans ce cadre-là, dans cette compétence-là, que le programme Climaction s'inscrit. Pour faire tout ça, on a des moyens financiers. Donc, il y a 35 millions qui sont consacrés à la transition énergétique et à l'économie circulaire, et plus auquel vient s'ajouter environ 50 millions du budget ADEME, plus une partie du budget ADEME national dans le cadre du fonds chaleur. Donc, suivant les années et suivant les projets, ça peut aller de 60 à 130 millions qui sont distribués sur le territoire du Grand Est pour la transition énergétique au sens large. Donc, on a aussi des moyens humains. Donc, on a des élus référents. On a Monsieur Werner, qui est vice-président à la transition écologique et énergétique. On a Madame Gaillot, qui est présidente de la commission environnement. Et à chaque fois, ils sont accompagnés de vice-présidents.
Donc ça, c'est pour les élus. Côté service, on a des moyens humains aussi. Donc on est une direction à part entière. Donc on s'appelle la direction DESEC, donc énergie, climat et économie circulaire. Et au sein de cette direction, il y a 2 services. Donc un service énergie, un service économie circulaire. Et encore découpé en pôles, plus auquel vient s'ajouter du personnel dans les 12 maisons de région. Donc ça, ces 31 personnes là, elles sont situées dans les 3 sièges, 3 hôtels de région, donc Strasbourg, Metz et Châlons-en-Champagne, et auquel vient s'ajouter 12 personnes dans les maisons de région. Donc là-bas, voilà, il y a une carte. Donc les trois hôtels dont on vient de parler, et puis 12 maisons de région sur les territoires. Donc là, j'ai des homologues qui sont chargés de mission de transition énergétique dans ces maisons de région et dans ces territoires, et ce sont eux les interlocuteurs privilégiés pour vous, porteurs de projets d'énergie renouvelable. Ça sera votre porte d'entrée. Donc, en fonction du secteur où vous vous situez, il faut contacter la personne qui représente ce secteur. Donc, si vous êtes dans la Marne, eh ben, vous contactez. Alors moi, je suis ici, donc il faut contacter Hélène, je pense, ou ici Théo, suivant si vous êtes dans ce secteur-là. Vous pouvez retrouver ces coordonnées sur notre site internet climaction.fr, et là vous retrouvez l'ensemble des informations concernant le programme Climaction dont je vais vous parler aujourd'hui, plus d'autres encore. Donc il ne faut pas hésiter à y aller, climaction.fr. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit aussi le soutien à Lorraine Énergie Renouvelable et la mission de Noé, consacrée plus particulièrement à la géothermie, et dont il va nous parler maintenant. Merci Gauthier. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Noé Imperadori, je suis l'animateur de la filière géothermie en Grand Est. Donc je vais vous présenter très rapidement la mission que j'occupe et en quoi ça peut vous accompagner sur le territoire et vous aider à développer vos projets. Et puis rapidement, je vais essayer de vous présenter un petit peu la géothermie au sens large et l'intérêt qu'elle peut représenter dans vos projets. Alors, pour commencer, donc l'animation de la filière géothermie, donc la mission que je porte moi au sein de l'association Lorraine Énergie Renouvelable, rayonne sur tout le territoire du Grand Est et a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de faire de la sensibilisation à la géothermie, donc avec la mise en place d'outils sur le territoire, la création d'événements, la participation à des forums, à des webinaires, à toutes ces choses qui peuvent sensibiliser le grand public à cette énergie renouvelable qu'est la géothermie. Le second, c'est un aspect de dynamisation du réseau des professionnels, c'est-à-dire que sur le territoire du Grand Est, on a beaucoup de professionnels qui travaillent dans le domaine de l'énergie et plus particulièrement dans le domaine de la géothermie. Et l'objectif de la mission est de réunir un petit peu tous ces professionnels-là en réseau et de leur apporter un certain nombre de contenus pour faire monter en compétences, apporter des nouveautés, des choses de ce genre. Et le point qui va vous concerner, vous, en tant qu'artisan et possible porteur de projet d'une installation de géothermie, c'est le dernier, c'est-à-dire être un centre de ressources sur le territoire du Grand Est pour tout ce qui est sujet de la géothermie. Donc, si vous avez un projet ou que vous réfléchissez à un projet de système de chauffage ou de rafraîchissement, vous allez pouvoir trouver soit les contacts des interlocuteurs Climaction que vous a présenté Gauthier juste avant, ou alors directement me contacter pour en savoir plus sur la thématique géothermie. Pour finir sur la mission, donc comme je l'ai dit, c'est une mission qui est portée par une association et qui est cofinancée en grande majorité par le service Climaction, donc c'est-à-dire l'ADEME et la région Grand Est, et également avec un financement fait par des acteurs de la filière géothermie. Les cibles de la mission, ce sont les collectivités, le secteur tertiaire, les industries et les professionnels de l'énergie. Donc, les artisans rentrent tout à fait dans le cadre de l'accompagnement de la mission, et il ne faut pas hésiter à me solliciter s'il y a un besoin par rapport à une réflexion de changement de système de chauffage ou de rafraîchissement.
Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant, donc la géothermie. Alors, qu'est-ce que la géothermie? Donc la géothermie, en réalité, c'est tout ce qu'on va faire de la chaleur de la Terre. L'exploitation de la chaleur terrestre par l'homme, c'est tout ce qui est présent dans le sous-sol et la valorisation des calories qui sont directement présentes dans le sous-sol. La géothermie, c'est une énergie renouvelable, d'où l'intérêt d'en faire la promotion. Et c'est une énergie renouvelable qui est un petit peu particulière puisque, contrairement aux grandes énergies renouvelables qu'on peut connaître, type photovoltaïque ou encore éolien, qui produisent de l'électricité, la géothermie est là pour produire de la chaleur, du froid ou du rafraîchissement. Il y a une petite nuance entre les deux, c'est notamment une nuance de coût et dans certains cas très très spécifiques, mais c'est minoritaire, de l'électricité. Majoritairement, et ce qui va vous concerner vous, et je vais vous l'expliquer juste après, l'intérêt de la géothermie pour vous, c'est d'avoir une production de chaleur ou de froid, pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, par exemple. Alors, pour faire très simple et pour casser un petit peu les différents a priori qu'il pourrait y avoir sur la géothermie, quand on parle de géothermie, ça englobe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute l'exploitation de la chaleur terrestre par l'homme. En gros, on va avoir deux grandes catégories, deux grandes familles en géothermie. C'est la partie profonde, la géothermie profonde, alors qui ne vous concerne pas directement. Il faut savoir que ça existe. Donc là, on va aller chercher à capter des calories qui sont présentes dans le sous-sol à des profondeurs qui peuvent varier entre 1000 et 5000 mètres de profondeur. Donc c'est quand même pas très proche de nous. Et des températures très importantes pour alimenter des sites industriels sur des process de chaleur, par exemple, ou sur de la production d'électricité, comme je l'expliquais juste avant, et encore de la production de chaleur pour des réseaux de chaleur urbains. Donc ça, c'est toutes des notions qui peuvent rentrer dans le cadre de la géothermie, mais bien dans le cadre de la géothermie profonde. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui et ce qui va pouvoir vous intéresser pour l'alimentation de votre bâtiment, pour la production de chaleur ou de froid, c'est la partie géothermie de surface. Alors, la géothermie de surface, c'est quoi? Quand on parle de surface, en réalité, c'est toutes les installations de géothermie qui vont être comprises entre 0 et 200 mètres de profondeur. Alors comme ça, à première vue, 200 mètres de profondeur, on pourrait se dire c'est pas tant la surface que ça, mais quand on prend par rapport à une installation à 3500 mètres de profondeur, 200 mètres, on n'est pas très loin quand même. Donc c'est pour ça que réglementairement, on appelle ça de la géothermie de surface jusqu'à 200 mètres de profondeur. On va aller chercher à valoriser des températures qui sont comprises entre 10 et 15 degrés toute l'année. C'est l'intérêt de la stabilité de la géothermie qui en fait une énergie renouvelable vraiment intéressante pour une production de chaud ou de froid. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que à des températures comprises entre 10 et 15 degrés, chauffer un bâtiment, c'est pas possible. Le refroidir, c'est possible. Par contre, le chauffer, c'est difficilement envisageable. Alors, pour pouvoir chauffer un bâtiment avec des températures comprises entre 10 et 15 degrés, on va toujours avoir l'assistance d'une pompe à chaleur géothermique qui va permettre de rehausser les calories qu'on va prélever dans le sous-sol pour alimenter le réseau de distribution dans le bâtiment, ce qui va nous permettre d'atteindre des températures de distribution utilisables par un réseau, par exemple, de radiateurs, de planchers chauffants, de ventiloconvecteurs, tout ce qui peut être utilisé pour chauffer un bâtiment. Les usages de cette technologie-là, ils sont transverses, donc ça va être pour le chaud, le froid et la production d'eau chaude sanitaire, par exemple. Et la destination, ça concerne tout type de bâtiment qui a un besoin de chaud ou de froid. Donc, c'est-à-dire une maison individuelle, par exemple, comme un local commercial, comme on a parlé tout à l'heure d'un local de coiffure, d'une carrosserie, peu importe, d'une boulangerie. Tout bâtiment qui a un besoin de chaud ou de froid peut être alimenté par de la géothermie. Alors, comment fonctionne une installation de géothermie? Pour vous présenter ça assez rapidement et de manière assez succincte. Donc, une installation de géothermie, il y a plusieurs. Elle se découpe en trois grands principes. Le premier, ça va être la partie captage, donc c'est-à-dire là où on va aller chercher les calories dans le sous-sol pour pouvoir alimenter la pompe à chaleur géothermique. Donc ces calories, comme je vous l'ai dit juste avant, elles sont comprises entre 10 et 15 degrés toute l'année. Et on va
alimenter grâce à ça une pompe à chaleur géothermique qui va distribuer la chaleur, donc qu'elle aura rehaussée dans le circuit de distribution. Là, ce que je vais chercher à faire à partir de maintenant, c'est de vous expliquer un petit peu les différents types de géothermie qu'on peut trouver pour qui peuvent s'adapter à différentes typologies de projets, donc de bâtiments, et vous expliquer rapidement le fonctionnement de cette technologie pour essayer de vous apporter les éléments et pour comprendre en quoi la géothermie peut être intéressante comme système de chauffage ou de rafraîchissement. Alors, quand on parle de captage, je l'ai dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. Comment on fait pour aller capter les calories dans le sous-sol jusqu'à 200 mètres de profondeur? Eh ben, on a deux grandes technologies qui existent. La première, c'est une technologie sur nappe d'eau souterraine, c'est-à-dire qu'on va aller réaliser des puits qui vont nous permettre d'aller capter les calories contenues naturellement dans les nappes d'eau souterraines. On a beaucoup de nappes d'eau souterraines un petit peu partout sur le territoire du Grand Est, qui servent ou non pour l'alimentation en eau potable. C'est pas forcément le cas toujours. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que cette eau-là, elle est comprise globalement entre 11 et 13 degrés toute l'année et un peu partout sur le territoire du Grand Est. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, une technologie de captage sur nappe, on va réaliser, comme vous le pouvez voir sur la petite image ici, on va réaliser deux puits. Donc, c'est le premier, un puits où on va prélever l'eau dans la nappe d'eau souterraine. On va cette eau-là la rediriger vers la pompe à chaleur. La pompe à chaleur va aller capter toutes les calories dont elle aura besoin dans la nappe qui peut être phréatique ou pas, dans la nappe d'eau. Et une fois que les calories auront été captées par la pompe à chaleur, on va réinjecter la totalité des eaux qui auront été prélevées dans la nappe dans le même système aquifère, donc dans le même système de nappe. Pourquoi on réinjecte la totalité des eaux prélevées? C'est pour ne pas avoir d'impact justement sur cette ressource en eau dans le sous-sol. Le seul impact qu'on va avoir, c'est une diminution de la température de l'ordre de quelques degrés. Généralement, c'est autour de 5 degrés et ça pose pas de problème puisque le sous-sol étant naturellement chaud, cette eau-là, elle va se réchauffer au fur et à mesure du temps. Cette technologie, elle est très intéressante puisqu'elle permet d'atteindre des puissances importantes si jamais on a des gros bâtiments à alimenter. Elle permet également d'avoir de très bonnes performances. Maintenant, le gros problème qu'on a avec la technologie de géothermie sur nappe, c'est qu'on n'a pas forcément de l'eau partout. Il n'y a pas des nappes d'eau souterraines partout. Donc, quand on n'a pas de nappe d'eau souterraine, c'est pas grave. On peut, alors pardon, ça c'est des petites images pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit une fois que le forage est réalisé. Donc ça c'est un forage, une coupe sur un forage en nappe d'eau souterraine. Là on a également sur la partie droite de l'image la réalisation d'un forage. Donc vous voyez directement dans le tube. Et là c'est juste le regard qui nous permet d'avoir accès à ce forage-là. Donc globalement, alors là c'est un regard un peu surélevé, mais globalement on peut être sur une bouche d'égout. Donc, ça prend vraiment très peu de place en extérieur. Donc, la deuxième technologie, quand on n'a pas de nappe d'eau souterraine, c'est une technologie qu'on appelle sur sonde. Je vais vous en parler juste après. Avant ça, je vous montre un exemple de réalisation qui a été fait sur le territoire du Grand Est. Alors, on en a beaucoup, j'en ai pris un parmi tant d'autres. Donc, c'est une installation qui alimente en chaud et en froid la maison de l'habitat d'Épinal, donc dans les Vosges, avec des forages à 60 mètres de profondeur et un écartement entre les forages qui est d'à peu près 50 mètres. En gros, le premier forage, il est devant le bâtiment et le deuxième, il est derrière le bâtiment. Et ça nous permet d'alimenter une pompe à chaleur de 100 kW, donc des puissances déjà un petit peu importantes pour chauffer une surface de 3000 m². C'est déjà du gros bâtiment, c'est pour vous montrer qu'on peut alimenter de grosses puissances, mais ce n'est pas uniquement dédié à des bâtiments de ce type. Alors, la deuxième technologie en boucle fermée, donc les sondes géothermiques verticales,
En fait, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va chercher à les capter dans des nappes d'eau, dans les calories dans le sous-sol, pardon, mais lorsqu'on n'a pas de nappe d'eau souterraine, les calories, elles sont comprises directement dans les roches présentes dans le sous-sol. Donc, les sondes géothermiques verticales, c'est exactement ça. En réalité, c'est un forage qui peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur, dans lequel on va faire passer un tube, donc qui est le tube en U que vous voyez à gauche de l'image. Dans ce tube-là, on va faire passer un fluide caloporteur qui est de l'eau, dans lequel on rajoute du glycol pour éviter toute problématique de gel. Et en fait, cette eau qui va circuler dans le forage va, au fur et à mesure qu'elle va descendre et remonter à la pompe à chaleur en boucle fermée, va se charger en calories qu'elle aura prélevées dans son environnement. Donc c'est tout l'intérêt de ce système-là, c'est que si vous n'avez pas de nappe d'eau souterraine, vous pouvez tout de même capter des calories, et en fonction de la puissance de votre installation, vous allez pouvoir additionner le nombre de sondes, puisqu'une sonde peut capter un certain nombre de calories dans le sous-sol, et donc ces notions-là, elles sont adimensionnées en amont du projet, mais en fonction du nombre de calories à aller prélever dans le sous-sol, vous allez pouvoir additionner le nombre de sondes nécessaires à l'alimentation de la pompe à chaleur. Donc pareil que pour l'installation sur nappe, un petit exemple d'un bâtiment alimenté par une pompe à chaleur géothermique sur sonde verticale. Donc là, on est dans le département de la Haute-Marne, c'est le syndicat départemental d'énergie et des déchets, le SDED, qui est alimenté en géothermie depuis 2017. Autant le premier bâtiment que je vous ai présenté était une construction neuve, autant ce bâtiment-là, c'est une rénovation. Donc la géothermie s'adapte aussi bien à de la rénovation qu'à de la construction neuve. Et pareil que pour l'installation présentée juste avant qui était sur Naples, ici on fait également du chauffage et du rafraîchissement grâce aux sondes géothermiques. Donc là, on alimente un bâtiment avec 4 sondes de 100 mètres de profondeur pour 18 kW de puissance. Donc là, on est sur des puissances beaucoup plus petites et qui peuvent beaucoup plus facilement se comparer à des bâtiments type locaux comme petits local commercial ou maisons individuelles, par exemple. Donc voilà pour la partie captage géothermique, mais le captage, c'est le premier élément. Derrière, il faut alimenter une pompe à chaleur géothermique. Alors, la pompe à chaleur géothermique, à la différence de systèmes de chauffage un petit peu plus traditionnels qu'on peut connaître comme, je sais pas, je dis une bêtise, mais une chaudière au gaz, même une chaudière au bois, enfin tout ce qui va utiliser de la combustion, ou alors de l'effet Joule, c'est-à-dire résistif, de la résistance, comme un radiateur électrique classique. L'intérêt de la pompe à chaleur, c'est qu'en fait, les consommations qu'on va avoir de ce système-là, les consommations d'électricité qui vont être utilisées par la pompe à chaleur ne vont pas être utilisées directement pour chauffer un fluide. On ne va pas chauffer l'air ou chauffer l'eau directement avec cette électricité. Par contre, on va utiliser ce qu'on appelle un cycle thermodynamique. Donc en gros, on va faire un système de compression-décompression qui va nous permettre de rehausser les températures qu'on va prélever dans le sous-sol aux alentours de 10-15 degrés à des températures qui peuvent aller jusqu'à 55, 60, 65 degrés dans certains cas pour pouvoir alimenter le bâtiment. Pour vous donner un comparatif, le fait d'utiliser un cycle thermodynamique comparé à un système résistif comme on peut trouver sur un chauffage électrique classique, en gros, sur un chauffage électrique, quand vous avez besoin de chauffer, donc d'1 kWh de chaleur, vous allez devoir injecter dans le système 1 kWh d'électricité. Vous payez 1 kWh d'électricité pour chauffer 1 kWh de chaleur. Sur une pompe à chaleur géothermique, pour chauffer, pour vous donner le même ratio, avec 1 kWh d'électricité, comme vous n'êtes pas sur un système résistif, c'est pas une résistance qui va chauffer, mais c'est bien une compression. En gros, avec 1 kWh d'électricité, vous allez pouvoir produire 4 à 5 kWh de chaleur. Donc, vous allez comparer à un système électrique classique, diminuer votre facture de 4 à 5 fois par rapport à du radiateur électrique avec une pompe à chaleur.
Voilà pour un peu l'explication très rapide de la pompe à chaleur avec juste ici le cycle thermodynamique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en gros, toute électricité qui va être consommée par la pompe à chaleur géothermique, elle va être utilisée dans la partie compression. Et après, on joue simplement sur le principe de changement de phase d'un fluide frigorigène qui va à faible température s'évaporer, pouvoir être mis sous pression. Et une fois qu'il est mis sous pression et du coup euh, qu'il aura augmenté en température, on va récupérer cette température et on va rester sur un cycle fermé qui va nous permettre de produire de la chaleur continuellement. Voilà pour le principe un petit peu de la partie, du système géothermique. Donc avec ce que je vous ai présenté juste là, euh, en gros, pourquoi choisir la géothermie? Parce que la géothermie, c'est faire le choix d'une facture énergétique maîtrisée, puisque comme je vous l'ai présenté juste en amont, vous avez tout l'intérêt de la géothermie, c'est son cycle thermodynamique qui permet de diminuer grandement les consommations. Et d'autre part, à la différence alors je vous en ai pas parlé, mais quand on parle de pompe à chaleur, il y a deux types de pompes à chaleur. Il y a les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur aérothermiques. La seule différence entre les deux, c'est la source dans laquelle on va puiser les calories. Les pompes à chaleur géothermiques, c'est dans le sous-sol. Donc on a une température qui est constante toute l'année. La pompe à chaleur aérothermique, à la différence de la géothermique, elle va capter des calories dans l'air extérieur. La complication avec la pompe à chaleur aérothermique qui va capter des calories dans l'air extérieur pour chauffer le bâtiment, c'est quoi? C'est que quand vous avez besoin de chauffer le bâtiment, c'est dans les périodes les plus froides, donc c'est là où vous trouvez le moins de calories possible dans l'air extérieur. Donc pour combler le manque de calories dans l'air extérieur, vous allez devoir injecter plus d'électricité, donc plus consommer. En gros, si vous avez du 0 degré ou du moins 10 en hiver pour chauffer le bâtiment avec de l'aérothermie, vous allez devoir capter les calories dans du 0 ou dans du moins 10, alors qu'avec de la géothermie, ce sera toujours entre 10 et 15 degrés. Donc, vous aurez besoin de consommer beaucoup moins d'énergie, d'où la facture énergétique maîtrisée. C'est l'exemplarité environnementale également, la géothermie, puisque c'est 7 fois moins d'émissions de CO2 que le fuel, 5 fois moins que le gaz et, comme je vous l'ai dit, 4 à 5 fois moins que l'électricité. C'est des ressources ultra locales. On ne peut pas faire plus local puisqu'en fait toute la partie qu'on pourrait assimiler à du combustible sur une autre énergie, c'est l'énergie du sous-sol. Donc c'est sous vos pieds, à l'endroit même où vous allez réaliser l'installation. C'est une énergie qui s'intègre très bien dans son environnement puisque, à la différence d'une pompe à chaleur aérothermique par exemple ou d'un autre système à combustion, vous n'avez aucun élément extérieur. Donc la pompe à chaleur que vous avez l'habitude de rencontrer, qui est l'aérothermie, vous avez le groupe à l'extérieur qui peut générer des nuisances sonores par exemple. Sur de la géothermie, tout se passe dans le sous-sol et la pompe à chaleur est à l'intérieur du bâtiment. Donc elle peut être en sous-sol par exemple également si vous avez un sous-sol dans le bâtiment ou dans un local technique, ce qui permet de ne pas avoir de nuisance à l'extérieur et aucune nuisance à l'intérieur également, puisque c'est extrêmement silencieux, donc invisible et très discret. Et puis c'est une technologie qui est éprouvée. Pourquoi ça? Parce que la géothermie, on a fait un recensement avec l'ADEME en 2018 des installations de géothermie présentes sur le territoire du Grand Est et ça nous a permis de retrouver près de 4000 installations de géothermie en 2018, donc les chiffres ont augmenté depuis, et avec plus de 850 installations dans les secteurs collectifs, tertiaires et industriels. Donc c'est vraiment une technologie qui est maîtrisée, on connaît très bien cette technologie-là, donc il faut pas hésiter à se lancer. Voilà, globalement, je vous ai présenté un petit peu le principe de la géothermie. Alors, c'est très rapide. Je vous ai présenté en 20 minutes quelque chose qui pourrait me prendre 2 jours pour rentrer dans le détail de cette technologie-là. Si jamais
vous vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, je vous ai mis mon contact directement ici pour que vous puissiez me retrouver et faire le point et qu'on puisse faire le point ensemble sur votre projet. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, quelques petits liens utiles qui pourront vous apporter également quelques éléments. Alors, un point qui peut être également très intéressant par rapport à la notion de projet de géothermie, ça va être quels sont les dispositifs d'accompagnement disponibles, puisque la géothermie, c'est une des technologies qui, à l'usage, coûte le moins cher, mais à l'investissement, il y a un léger surinvestissement de cette technologie-là par rapport à un système beaucoup plus traditionnel. Donc l'intérêt, c'est que cette technologie, étant une énergie renouvelable, peut être financée et un financement notamment de la part de Climaction. Et je vais laisser Gauthier, du coup, reprendre la main pour présenter cette technologie. Ok, merci Noé. Donc effectivement, dans le cadre du programme Climaction, on soutient toutes les énergies renouvelables, dont la géothermie. Donc on va distinguer, il va y avoir un seuil en fait en termes qui va être matérialisé par une puissance. Donc si vous avez une production d'énergie plutôt, si vous avez votre projet comporte une production d'énergie renouvelable inférieure à 25 MWh par an, ça va être un soutien via la région dans le cadre du programme Climaction. Donc on peut aider en phase d'études à 70%, en phase d'investissement à 50%. Donc c'est quand même pas négligeable comme soutien. Hein. Donc la moitié du projet peut être financé. Donc si vous allez sur le lien là, vous aurez toutes les informations sur le dispositif, les cahiers des charges des études, les modalités pour déposer votre dossier. Hein. C'est une plateforme en ligne maintenant, donc c'est de cette manière que ça se passe. Et si vous avez un projet qui est un peu plus conséquent, avec une production qui est supérieure à 25 MWh par an d'énergie renouvelable, là, ça passe bien un soutien de l'ADEME par le fonds chaleur. Donc là, les modalités, elles sont à ce lien-là. Donc c'est un petit peu différent. C'est aussi par une plateforme. C'est pas un pourcentage d'aide. Ils vont calculer ça en fonction de la production par rapport à une solution de référence, du coût de revient et tout ça. Et dans tous les cas de figure, il est possible d'avoir une aide. Même l'aide du fonds chaleur, elle est conséquente aussi. Donc ça a quand même un réel effet levier sur les projets. Donc faut pas hésiter à vous faire accompagner, que ce soit par Noé ou par un bureau d'études classique, et demander un soutien à la région Grand Est pour votre étude. Voilà. Donc je vais passer maintenant à la question du photovoltaïque. Donc un rapide rappel historique, c'est un phénomène physique qui a été découvert en 1839, donc qui date pas d'hier, et par Monsieur Becquerel, le même qui a découvert la radioactivité en 1895. Donc en fait, on fait du photovoltaïque avant des centrales nucléaires. Donc voilà, c'est juste pour dire c'est quelque chose qui est éprouvé, qui est connu, qui fonctionne très bien. C'est le spatial, hein, le premier qui a vraiment utilisé le solaire photovoltaïque. Donc comment ça fonctionne? Donc voilà, découvert, on vient de le dire. Du soleil, il y en a partout, hein, c'est quand même bien réparti. Il y a peu d'endroits où il n'y a pas de soleil. Il y en a, plus ou moins, mais il y en a. Donc le photovoltaïque, c'est quoi? C'est des cellules en silicium qui sont assemblées entre elles pour former des modules et qui vont transformer l'énergie solaire en courant électrique continu. Et donc ce courant continu, lui, il est redressé par un onduleur pour être transformé en courant alternatif. Donc là, c'est simplement écrit soit injecté sur le réseau, mais il faut que je mette à jour ma diapo, soit autoconsommé, et on va le voir tout de suite après, et c'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc quelques repères. Donc la puissance d'un panneau, elle va s'exprimer en watts crête. Donc le petit c, crête, ça veut dire que c'est la puissance maximale que le panneau peut produire. La production, elle s'exprime en kilowattheure. Donc petit K, grand W, petit H. Donc ça, c'est la quantité d'énergie qui va être produite par le panneau. Maintenant, les panneaux, en moyenne, ils font 400 watts. Donc pour faire 1 kg de puissance, vous allez utiliser 5 mètres carrés. Vous allez produire 1000 kWh par an, voire plus, avec 1 kg de panneau. Le coût, il est autour de 1200 € du kilo. L'installation, sa durée de vie, ça va être une trentaine d'années. Le temps de retour énergétique, ça veut dire pour
produire autant d'énergie qu'il en a fallu pour fabriquer le panneau, ça va être compris entre 2 et 3 ans. Donc on voit que sur la durée de vie de l'installation, on est largement gagnant. Un foyer, ça consomme hors chauffage électrique environ 3500 kWh par an, pour donner un ordre de grandeur. Une tranche nucléaire, ça fait 1 gigawatt environ, voire peut-être un tout petit peu plus, soit 1000 MWh. Et la part de la production photovoltaïque dans le mix énergétique français, alors on doit être peut-être à 2 et quelques maintenant, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur, c'est peu encore. Comment on peut valoriser l'électricité qui va être produite? Donc, plusieurs possibilités, soit la vente totale, c'est-à-dire que vous injectez l'intégralité de la production dans le réseau et vous la vendez à un tarif d'achat réglementé, soit vous faites de l'autoconsommation totale, ça veut dire que vous autoconsommez sur place dans votre bâtiment ou dans votre magasin, votre atelier, l'électricité produite, soit vous faites de l'autoconsommation avec vente du surplus. Ça veut dire qu'une partie de la production est consommée sur place et le surplus, vous l'injectez dans le réseau et vous le vendez au tarif d'achat réglementé. Donc, si vous faites de la vente totale, le tarif d'achat, lui, il va être modulé en fonction de la puissance de votre installation. Donc, plus vous allez avoir une installation petite, plus vous allez vendre cher l'électricité, parce que votre installation peut être plus elle est petite, plus elle va vous coûter cher. Donc ça, c'est le tarif en centimes d'euros par kilowattheure auquel on va vous acheter votre électricité. Par contre, depuis l'apparition de ce nouvel arrêté tarifaire, vous ne pouvez pas cumuler le bénéfice du tarif d'achat réglementé avec une subvention, quelle qu'elle soit, de n'importe quel financeur. Donc, si vous faites de la vente totale, vous ne pourrez pas bénéficier de subventions. L'autre solution, c'est de faire de l'autoconsommation. Donc, soit si elle est totale, dans ces cas-là, vous ne vendez pas de tarif d'achat au surplus, soit vous vendez le surplus, et le tarif, lui, il est indiqué là, il va varier effectivement aussi là en fonction de la puissance à laquelle de votre installation. Et vous allez pouvoir bénéficier d'une prime à l'investissement qui, elle, est versée sur 5 ans lissée chaque année. Si vous faites de la vente du surplus, vous ne pouvez toujours pas bénéficier d'aide parce qu'on a exactement le même article 13 de l'arrêté tarifaire S21 qui empêche le cumul. Donc, si vous vendez soit en vente totale, soit au surplus, vous ne pouvez pas bénéficier d'une aide. Mais ce n'est pas parce que vous ne bénéficiez pas d'une aide que ça ne va pas être intéressant pour vous. Alors, le taux d'autoconsommation, donc là, on va venir sur quelques notions, c'est la part de l'électricité photovoltaïque qui va être autoconsommée sur le site. Donc, ça veut dire que vous produisez, je ne sais pas, 10 000 kWh. Est-ce que ces 10 000 kWh, vous les autoconsommez totalement ou est-ce qu'il y en a une partie qui va être injectée? Donc, plus vous allez avoir un taux d'autoconsommation élevé, moins vous aurez de surplus. L'autre notion, c'est... là, j'ai mis deux fois la même diapo. En fait, voilà, j'aurais pas dû mettre ça. C'est le taux d'autoproduction. Donc ça, c'est la part que va représenter la production photovoltaïque par rapport à votre consommation totale. De combien vous allez impacter votre facture, par exemple. Donc là, on va se situer... Alors, le taux d'autoconsommation, lui, il va se situer, suivant le dimensionnement de l'installation, entre 80 et 100%. Le taux d'autoproduction, lui, il va être entre 15 et 25%. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir impacter votre consommation, votre facture, on va dire de 20% en moyenne. L'intérêt de faire ça, vous allez me dire 20%, c'est pas beaucoup, mais ces 20%-là, ils vont être fixes sur les 30 prochaines années. Parce que l'investissement initial, vous connaissez, le coût de revient. Vous savez combien va vous coûter votre installation, vous savez combien elle va produire, vous connaissez les frais d'exploitation, donc vous pouvez très bien calculer, on peut très bien calculer le coût de revient du kilowattheure sur les 30 prochaines années. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur sa consommation, donc de voir s'il est possible de faire des économies d'énergie sur sa consommation électrique. C'est aussi l'occasion de produire un kilowattheure renouvelable et à faible impact environnemental et de bénéficier de subventions si vous ne faites pas de la vente du surplus. Donc, l'orientation, suivant comment vous allez installer et orienter votre installation, vous allez avoir la production qui va éventuellement varier. Mais donc, l'idéal, c'est d'être orienté plein sud avec une inclinaison à 30%. Si on tourne autour de ça,
on va faire baisser la production. Après, quand on veut faire de l'autoconsommation, on peut éventuellement jouer sur les orientations pour élargir la production. C'est-à-dire qu'on va plus produire le matin et l'après-midi, et peut-être un peu moins le midi, mais si vous êtes un consommateur qui démarre ses consommations assez tôt, ça peut éventuellement être intéressant de jouer sur l'orientation des panneaux. Donc, qui peut autoconsommer, en tout cas, vers qui c'est le plus rentable, c'est si vous êtes un consommateur diurne et régulier sur l'année. C'est-à-dire que si vos consommations, elles ont lieu en soirée ou la nuit, bon, ça va pas être intéressant parce que là, vous n'allez pas produire de l'électricité. Le photovoltaïque, ça marche qu'avec le soleil. Et si vous êtes fermé tout le mois d'août, ça va être aussi, vous allez faire baisser votre taux d'autoconsommation parce que en août, c'est là où on va produire le plus et vous ne serez pas là pour consommer. Donc, ça peut être intéressant, mais donc la cible idéale, c'est l'industrie de la PME sans fermeture estivale, ou alors la grande distribution, si vous avez des groupes froids, par exemple, ou une exploitation agricole, si elle va avoir des robots de traite, ce genre de choses. Donc, plus votre consommation, plus vous allez avoir un talon de consommation élevé et fixe, plus ça va être intéressant. Donc là, j'ai mis un exemple. Une installation, alors je n'ai pas mis d'exemple concret, mais ça fonctionnerait quand même. Hein. Si on prend une installation de 36 kg, que vous allez acheter 50 000 € environ, elle va vous produire 36 000 kWh par an. Si elle dure 30 ans, je suis parti dans l'hypothèse où vous allez tout va être autoconsommé. Donc, si... bon, là, j'ai fait après 2 simulations, j'ai écrit 30 ans là, mais si on prend 30 ans, vous allez avoir un coût de revient du mégawattheure brut, c'est-à-dire sans frais d'exploitation, qui va être aux alentours de 48 €. Si on part sur une durée de vie de 20 ans, on passe à 73 €. On rajoute une quinzaine de pourcents de frais d'exploitation, c'est-à-dire de l'assurance éventuellement supplémentaire, un peu de maintenance, un peu peut-être d'autres frais comptables en plus ou autres, 15%, voilà ce que ça donne. Donc là, même avec des frais, on est à 84 € du mégawattheure. Ensuite, il faut comparer ça au coût d'achat de l'électricité issue du réseau. Donc, si vous avez un abonnement de 36 kg en option basse, c'est-à-dire sans heure creuse, heure pleine, vous allez acheter ça 200 € du mégawattheure. Donc là, on voit que même dans l'hypothèse la plus défavorable, on produit un mégawattheure autoconsommé qui est plus de 2 fois moins cher que celui que vous allez acheter au réseau. Et ça, ce prix-là, il est fixe. Il ne va plus bouger pour les 30 prochaines années. Donc, même si vous impactez 20% de votre consommation à un prix fixe, c'est quand même non négligeable. Et ça peut quand même vraiment être intéressant. Donc, quelques informations complémentaires aussi sur le contenu carbone des panneaux, parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. C'est-à-dire, combien il a fallu de quantité d'énergie pour fabriquer le panneau, et est-ce qu'on peut mettre des critères là-dessus? Donc nous, si vous voulez bénéficier du tarif d'achat, il faudra que les modules que vous installez, ils aient un contenu carbone qui soit inférieur à 550 kg de CO2 par kilowatt crête. Nous, à la région, on va aller un peu plus loin, on va demander 500 kg de CO2 par kilowatt crête. Ça veut dire qu'on va demander des panneaux bas carbone, dont le mix énergétique qui a servi à leur fabrication est lui aussi bas carbone. L'autre, c'est le cycle de vie, donc l'analyse du cycle de vie, donc le temps de retour énergétique, ça on en avait parlé tout à l'heure. Donc si on compare aux 30 ans, les 2-3 ans, on est largement bénéficiaire. Et donc ensuite, le critère, c'est que ça c'est par rapport à avant c'était la quantité de CO2 par kilowatt crête, c'est-à-dire par puissance. Là, c'est la quantité de CO2 par production d'énergie, par énergie. Donc, on va émettre 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, à ramener, par exemple, à une production au fioul ou au gaz qui frôle les 300, voilà, on est quand même vraiment intéressant à ce sujet. Le recyclage des panneaux, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement. Donc, un panneau, c'est recyclable à hauteur de 94%. Il y a une obligation, de toute façon, maintenant, pour les distributeurs et les revendeurs de cotiser avec la taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et surtout, la filière est structurée avec une structure qui s'appelle SOREN et qui permet de recycler les panneaux. Donc, il y a déjà une usine dans le sud de la France. Si on va sur leur site, on peut voir des vidéos à ce sujet. Et surtout, on va pouvoir tout recycler.
Donc, c'est du verre, hein, essentiellement. Donc ça, on le recycle facilement. C'est de l'aluminium, ça se recycle. C'est du cuivre, ça se récupère. C'est du silicium, tout peut quasiment se recycler. Il y a quelques parties qui sont... voilà, c'est ça. On a 6% de parties qui ne peuvent pas être retraitées. À savoir aussi que l'effet photovoltaïque, lui, il diminue jamais. Ça veut dire que ce qui fait baisser le rendement ou que le panneau ne fonctionne plus, c'est pas la cellule, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est l'encapsulage, c'est-à-dire la prise des cellules à travers le verre, c'est les boîtes de jonction, donc c'est ce qui est derrière les panneaux pour permettre de collecter le courant. Donc c'est tout ça qui fait que le panneau, au bout d'un moment, il va baisser en rendement ou ne plus fonctionner. Mais l'effet photovoltaïque lui-même, la cellule en elle-même, une fois qu'elle est constituée, ça s'arrête jamais. C'est infini. Donc, c'est quand même des choses intéressantes aussi. Voilà. Donc, nous, on peut soutenir le photovoltaïque à la région Grand Est via un dispositif. Donc, presque tout le monde est éligible, hein, sauf les particuliers pour leur maison individuelle, on va dire. En tout cas, toute la cible entreprise, artisan, il n'y a aucun problème, elle est éligible. Voilà, donc là, vous pourrez retrouver tout ça, hein, sur notre site. On aide les études agrivoltaïsme. Donc ça se développe en ce moment. C'est si on veut coupler à la fois exploitation agricole et photovoltaïque, tout en apportant un bénéfice à l'exploitation agricole. Hein, c'est pas de substituer des terres agricoles pour mettre du photovoltaïque dessus. Donc on peut aider des études dans ce sens-là. On peut aider, voilà, donc à hauteur de 70%. On aide des études structure. Ça veut dire que avant de mettre une installation sur un toit, il faut s'assurer que la toiture va pouvoir encaisser le surpoids entre 15 et 20 kg du mètre carré. Donc ça, on peut financer une étude structure qui va permettre de déterminer si la toiture peut supporter une installation photovoltaïque. On peut aider des études de faisabilité pour de l'autoconsommation individuelle ou collective, donc là aussi à hauteur de 70%, et pour l'autoconsommation individuelle, celle qui va sûrement vous concerner avec une assiette de 5 000 €. Donc là, il ne faut pas hésiter aussi à l'actionner si vous souhaitez vous engager dans un projet. On aide tous les types d'installations, hein, donc qu'elles soient intégrées ou non en toiture. Elles peuvent être au sol, hein, si vous êtes une petite PME et que derrière vous avez un bout de terrain délaissé qui sert à rien, on peut très bien y mettre les panneaux là, ça ne pose pas de problème. On aide des puissances de 3 à 500 kg, avec une aide proratisée sur les 500 premiers kilos si ça dépasse. Il faut, voilà, ce critère sur l'évaluation environnementale, on en a parlé, il faut suivre les installations, hein, pour voir si tout va bien. Et donc là, alors le tableau il peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais on va être dans le cas d'une autoconsommation individuelle sans vente du surplus, donc ça va être ce cas-là qui va surtout, je pense, concerner les projets que vous pourriez avoir. Donc de 3 à 100 kg, on aide 300 € du kilo plafonné à 30%, et de 100 à 500 kg, on aide 300 € sur les 100 premiers kilos, plus 50 € du kilo. À ça, on va déduire une solution de référence pour rester dans le cadre des subventions européennes, l'encadrement communautaire, qui nous impose de déduire une solution de référence pour vérifier les 30% du coût admissible. Donc ça, on la calcule en fonction de la production, et ça nous dit si vous aviez produit la même quantité d'énergie avec une centrale à gaz, combien ça aurait coûté. Et donc on vient déduire ce coût de l'investissement, on applique le plafond, nos 30% de plafond, on applique nos 300 € du kilo, on regarde quel est le plus petit montant des deux, et c'est ce montant-là qui sera la subvention. Voilà, on peut aider aussi des projets participatifs, c'est-à-dire des coopératives de citoyens. On peut aussi les soutenir. Voilà. Voilà donc pour le photovoltaïque. Et on aide aussi d'autres types d'énergie renouvelable. Donc le solaire thermique qui lui va permettre de produire de l'eau chaude sanitaire. Donc là, c'est une technique aussi qui est simple, qui est efficace, qui est éprouvée, ça fait des années que ça existe. Il y a un gros potentiel dans les secteurs des métiers de bouche, par exemple, qui vont avoir des besoins en eau pour nettoyer en fin de journée les plans de travail, tout ça. Par exemple, chez les coiffeurs aussi, on en a parlé en introduction, donc un coiffeur, il consomme peut-être entre 3 et 500 litres d'eau par jour pour le lavage des cheveux, donc pour lui ça peut être intéressant, en sachant qu'on peut couvrir minimum 50%. Là, tout à l'heure on parlait de couvrir 20% de la consommation avec une installation photovoltaïque en autoconsommation, mais là, sur leur solaire thermique, c'est 50% au minimum, hein, voire plus. Sur certaines périodes estivales, ça peut être 100% de la consommation d'eau chaude qui va être produite par le solaire thermique.
L'investissement, il tourne là aussi aux alentours des 1 200 € du mètre carré. Et on peut soutenir ça en phase étude à 70% et en phase investissement à 60%. Donc, c'est quand même vraiment très bien aidé. Donc, si vous êtes un artisan ou une petite entreprise qui a des besoins en eau chaude sanitaire, je vous invite vraiment à vous renseigner et à vous tourner vers l'eau solaire thermique parce que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc là, toujours, notre site climaction.fr, vous retrouvez toutes les informations. On peut aider aussi le bois énergie. Donc là, c'est produire de la chaleur, cette fois-ci pour le chauffage. Donc un peu comme la géothermie tout à l'heure, mais avec du bois. Donc soit des plaquettes, soit du granulé. Donc là aussi, c'est une technologie efficace et prouvée depuis des années. L'avantage par rapport à la géothermie, c'est que ça prend moins de place en termes de gestion. Non, ça nécessite un minimum de place et de gestion, mais c'est un peu plus facile à mettre en œuvre qu'une installation géothermique. Mais par contre, il faudra un peu plus gérer les choses. On est moins impactant sur l'environnement et malgré la hausse du prix du granulé, on reste compétitif par rapport à un kilowattheure fossile qui vient en entrée chaudière. Le coût, lui, va varier en fonction de la complexité du projet. Vous retrouvez aussi tout ça, on vous soutient en phase étude, 70%, et en phase investissement, 50% pour les entreprises. Tout ça aussi, vous le retrouvez sur notre site internet climaction.fr. Et dernier point, on peut aussi aider des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur les parkings salariés à hauteur de 1 000 € par point de charge. Donc, on a des bornes qui ont 1 ou 2 points de charge, ça dépend. Donc, c'est cumulable avec l'Advenir, mais eux, Advenir, ils ont arrêté de soutenir les flottes salariées et entreprises depuis le 1er janvier. Donc, notre dispositif est cumulable, mais il n'y a plus d'Advenir, malheureusement. Voilà. Donc, j'en ai fini. Donc, on va regarder s'il y a des questions. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Les ombrières sont aussi incluses dans l'aide. Alors, nous, on aide de la puissance, des kilos. C'est une aide au forfait, donc il n'y a pas d'assiette éligible. Donc, du coup, oui, elles sont comprises, mais disons que ça va dépendre de la puissance qui est installée. Est-ce qu'il y a un mode d'utilisation de l'électricité plus avantageux économiquement pour les TPE ? Ça va être de faire de l'autoconsommation. Après, avec ou sans vente totale, ça va dépendre de soit on dimensionne juste pour nos besoins, on établit nos besoins, on cherche les courbes de charge, on dimensionne l'installation pour tout autoconsommer. Donc là, on n'a pas de vente du surplus et là, c'est bien. Là, c'est bien. Et on peut bénéficier d'une aide. L'autre possibilité, c'est de se dire, voilà, je ne veux pas perdre du gisement, j'ai une grande toiture, je vais équiper ma toiture de l'intégralité de ce que je peux faire, et le surplus, je vais le vendre. Et il faut regarder entre les deux, économiquement, il faut faire des calculs pour voir ce qui est le plus avantageux. Mais je pense que c'est au cas par cas, en fonction de la place disponible en toiture, des consommations, du coût d'achat de l'électricité issue du réseau, voilà. En tout cas, voilà pour les deux questions qui concernent le photovoltaïque. Il y avait d'autres questions, Noé, sur la géothermie. Donc, la durée des travaux. Oui, alors ça va. Donc, la durée des travaux. Donc, la question, c'était quelle durée de travaux peut-on compter pour une installation de géothermie de surface? La durée va dépendre très clairement du projet et du calendrier des intervenants sur le chantier. Mais globalement, si on est sur une installation qui nécessite une étude, il faut compter à peu près 2 mois pour la réalisation de l'étude. Et une fois que l'étude est réalisée, en fonction des calendriers des foreurs et puis chauffagistes qui vont intervenir sur le chantier. En gros, on peut considérer que en 6 mois, on peut avoir une installation étudiée et réalisée, quoi. Donc ça va varier en fonction des besoins, mais globalement, c'est pas très très long. Alors c'est simplement la phase d'étude est importante pour dimensionner au plus juste les besoins du bâtiment par rapport à ce qu'on va chercher à l'équiter dans le sous-sol. Et puis la deuxième question, c'est pourras-tu donner une précision sur la compatibilité des pompes à chaleur avec cette énergie? Comment les identifier? Et ben en fait, je suppose que c'est la comparaison avec l'aérothermie qui a suscité cette question. En fait, la pompe à chaleur aérothermique et la pompe à chaleur géothermique sont deux choses bien différentes. C'est comme si on parlait d'une chaudière gaz ou d'une chaudière fuel. C'est deux technologies qui sont similaires sur le mode de fonctionnement. Pour les chaudières, c'est de la combustion. Pour les pompes à chaleur, c'est un système thermodynamique, mais dans la technologie en tant que telle, c'est deux choses bien différentes. Donc, c'est-à-dire que si on veut une pompe à chaleur géothermique, il va falloir demander aux fournisseurs ou aux chauffagistes une pompe à chaleur géothermique.
Et si c'est de l'aérothermie, ce sera de l'aérothermie. Alors maintenant, pour les identifier quand on est face à une installation, globalement, si vous avez un groupe extérieur, généralement le groupe extérieur sur une pompe à chaleur aérothermique, c'est un groupe qui va être globalement blanc avec un ventilateur. Si vous avez ce groupe-là, c'est que c'est de l'aérothermie. La géothermie n'a rien de visible en extérieur. Vous avez uniquement le groupe intérieur dans la géothermie, donc qui prend globalement plus ou moins la place d'une chaudière, quoi. C'est vraiment pas beaucoup plus, ça prend pas beaucoup de place, c'est facile à caser partout. Donc voilà un peu la différence de ces deux technologies-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas si c'est le cas. Oui, on va peut-être éventuellement recueillir quelques questions supplémentaires pendant quelques minutes. Je rappelle quand même en attendant que de toute manière, lorsque l'événement sera terminé, vous recevrez tous les participants, y compris ceux qui n'étaient pas présents, un lien de retransmission du webinaire donc, qui a été enregistré. En tout cas, moi, je peux donner aussi une autre information, c'est que vous pouvez aller sur un site qui s'appelle photovoltaïque.info, et là, vous allez retrouver un maximum d'informations sur le photovoltaïque. C'est vraiment une vraie bible, ce site. Donc, il ne faut pas hésiter à le consulter aussi si vous voulez en savoir un peu plus sur la question du photovoltaïque. Eh ben, exactement pareil pour la géothermie. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a un site qui s'appelle géothermie.fr, donc géothermie au pluriel avec un S.fr, et vous allez trouver énormément d'infos. C'est exactement le même concept que pour le photovoltaïque. C'est un site dédié à la géothermie. Avec des informations neutres et indépendantes et vraies et fiables. Exact. C'est financé par l'ADEME. Il n'y a pas de lien avec un quelconque fabricant sur ce site-là. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour donner une information supplémentaire. Je me souviens plus si elle a été évoquée. C'est que pour tout ce qui est dispositif d'aide d'énergie renouvelable, la mise en place quand même doit être faite par un professionnel. Parce que j'ai eu le cas d'artisans qui, en gros, achetaient des panneaux solaires et faisaient tout un peu eux-mêmes. Donc, c'est très bien. Mais par contre, si on veut bénéficier d'aide, il faut quand même que l'installation soit faite par des professionnels. C'est bon à savoir en avance, quoi. Et pour compléter, professionnel certifié. Oui, RGE, je crois, il me semble. Alors, ça dépend du type d'énergie renouvelable qu'on va installer, mais oui, il y a des qualifications qui entrent en compte en fonction de la technologie que vous installez. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien détaillées dans les dispositifs que vous pouvez trouver sur le site de Climaction. Il y a tous les éléments qui sont indiqués. En tout cas, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, en tout cas, on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Si vous avez des questions, si ça a éveillé des suites en vous, n'hésitez pas à recontacter chacun d'entre nous sur les différentes thématiques qu'on a abordées. De toute manière, dans la présentation, il y a toutes les coordonnées et n'hésitez pas également à revoir le webinaire qui vous sera envoyé sous peu. Merci. Bonne journée à tous. Merci à tous pour l'organisation. Pas de problème. Bon après-midi à tous. Au revoir.